Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Oui, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage, votre destination pour tout savoir sur les arts martiaux mixtes. Oui, oui, vous le reconnaissez, Pat. Vous le reconnaissez. Je vais mâcher une coupe de voyelles, Pat. Ça va bien aller. Comment vas-tu, mon cher ami? Ça va très, très bien, mon Ben. Excellent. Gros show aujourd'hui. On va revenir sur ce qui s'est passé du côté de Philadelphie cette fin de semaine. Justin Gaethje, Edson Barboza, on n'a pas été déçus. On vous en parlait la semaine passée. On s'attendait à de la violence. On a eu droit à de la violence. Ça a duré juste un demi-round, par contre. S'il y a une petite déception, c'est que ça n'a pas duré longtemps, mais ça pouvait pas durer longtemps avec ces deux gars-là. Sérieux, Non, il y en a un des deux qui aurait sorti vraiment magané. Puis même, je pense qu'il y en a, les deux doivent pas vraiment marcher bien après ce combat-là. Non, exact. Je pense que les deux, ça a commencé la première minute du combat. Là, ça se donnait à cœur joie sur les coups de pied dans les jambes. Honnêtement, c'était quelque chose. On va revenir là-dessus. Des super performances de Jack Hermanson aussi en demi-finale. Michelle Waterson, troisième victoire de suite également. Paul Craig qui a réussi à la toute dernière seconde à passer une soumission. Ouais, c'est ça. C'est pas sa première fois. Hein? Non. Bref, une belle carte, une bonne carte. On va revenir là-dessus, bien sûr. Ce qui va se passer également dans les prochains mois, parce que, bon, vous le savez, c'est congé cette fin de semaine du côté de l'UFC. Mais on met la table pour l'UFC 236 qui est dans 2 semaines, le 13 avril. Mais les autres cartes, on a tellement annoncé de gros combats là, après notre enregistrement de la semaine passée. Faut qu'on revienne sur ces combats-là, juste pour que vous vous prépariez mentalement à ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois, parce qu'on va être vraiment, vraiment très gâtés. Là, on sait ce qui arrive à peu près à toutes les fins de semaine, tous les gars-là jusqu'à l'été. Présentement, on va revenir un petit peu aussi sur ce qui s'est passé en Asie du côté de One. Je vous rappelle que c'était les débuts de Demetrius Johnson, Mighty Mouse et également de Eddie Alvarez à One FC. Pat, surpris de cette victoire rapide de Justin Gaethje parce que bon, je vais vous le dire, là, si vous ne l'avez pas vu, KO percutant à mi-chemin au premier round de Justin Gaethje contre Edson Barboza. La droite, là, ça a pris un coup de poing. Écoute, ça a pris un coup de poing, puis les lumières étaient fermées. C'était spectaculaire. Et je vais aller plus loin que ça. Justin Gaethje est probablement le combattant le plus dangereux pour Nurmagomedov présentement. Puis je vais vous le dire pourquoi. Parce que dans ce combat-là, il y a juste une vitesse, Justin Gaethje. Et tout le monde sait qu'il veut une guerre de rue. C'est un bully. Là. Il veut échanger coup pour coup. C'est un bon lutteur, c'est un bon gars qui donne des bons coups de pied dans les jambes également, mais il s'en fout. Ça. Lui, il va par en avant et il veut échanger coup pour coup. Et il force son adversaire à se battre comme lui, il veut. À un moment donné, Barboza, là, il a complètement oublié. Il a commencé à échanger coup pour coup. Ouais. Bang! Et il se fait pincer. Ça, c'est le style de Justin Gaethje. Et pour une des rares fois dans sa carrière, il s'est pas fait taguer. D'habitude, il se fait tout le temps coucher. Il est ébranlé, puis il revient, puis il gagne à l'usure. Sauf que face à un gars comme Barboza, on en avait parlé, si tu le fais reculer avec un gars qui est tellement puissant avec ses jambes, un gars de boxe thaï, un gars de muay thai, si tu commences à le faire reculer, il devient complètement handicapé de ses outils. Il peut plus s'implanter, il peut plus se mettre au sol, se planter au sol, exactement, puis soigner, puis donner des bons coups de pied. C'est pas un gars qui se bat en reculant. Non, là, exact. Barboza. Puis si tu le laisses aller prendre le rythme du combat, là, il va te découper en morceaux avec ses jambes. Là. Mais Justin Gaethje, c'était exactement ça qu'on pensait qu'elle allait faire. Rentrer dedans en partant, le forcer à se battre comme lui voulait. Et quand ça a commencé d'être un peu comme une guerre de rue, échanger coup pour coup, ben là, c'est une question de temps avant qu'il touche la cible solide. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Là, j'essaie de penser vite comme ça, là, dans peu importe les divisions de poids. Est-ce qu'il y a un gars qui se bat un peu comme Justin Gaethje ou qui est aussi bon en avançant constamment, en mettant de la pression, puis vite comme ça, j'en vois pas d'autres qui... Parce que tu l'as dit, c'est dangereux aussi, là, parce qu'il s'est déjà fait toucher. Il a subi 2 KO. Là. Ça fait des beaux combats pour les fans, mais ça fait pas des longues carrières. C'est ça. Tu comprends? C'est sûr que là, il y a quand même beaucoup de combats à sa fiche. Il y a 17 KO en 21 victoires ou 20 victoires, quelque chose comme ça. Mais écoute, il se fait tout le temps toucher. Là, il s'est pas fait toucher tant que ça. Mais tu me parles, qui d'autre qui se bat un petit peu comme ça? Je te dirais peut-être Jeremy Stephens, mais c'est pas pareil.
est pas aussi agressif. Utilise moins ses coups de pied dans les jambes. Justin Gaethje, un c'est arsenal peut-être plus complet. Là. Moi, je trouve que c'est le gars le plus, en guillemets, violent de l'organisation. 17 là. KO en 20 victoires. Il est 22, Exact. 17 KO en 20 victoires. C'est ça. Puis, tu sais, même quand il a perdu, C'est 2 fait défaites, des c'est par combats KO. de fou. Et là, ça fait son 4e ou 5e combat au UFC. Là. Il y a eu des bonnes performances à tous ses tous les combats. fois. C'est son 5e combat. Ouais. Fait que, tu sais, ce gars-là, puis lui, il avait déjà dit, il dit, moi, je suis le wet dream des organisations, des promoteurs. Tout le monde me veut, tout le monde veut que je me batte. Puis, écoute, c'est vrai. Justin Gaethje, toute fois qu'il se bat, tout le monde veut voir ce qui va arriver parce que soit il va se faire pincer puis il va revenir, ou soit il va donner un combat extraordinaire. Puis encore une fois, il a livré la marchandise. Vraiment, là. Est-ce que je suis surpris de l'allure du combat? Non, pas vraiment, parce que j'étais sûr et certain que c'est ça qui allait arriver. J'étais sûr et certain qu'il allait passer dessus, puis que Barboza allait reculer, il n'aurait jamais été capable de se planter puis faire mal à Gaethje. Les premiers coups de pied, on parlait de festival de coups de pied dans les jambes. La première minute, là, si vous avez la chance d'aller revoir ça sur Internet, c'est les deux. Là, les deux s'en sont donnés, là, puis c'est des solides. Là. Puis tu l'entendais à travers la télévision claquer. Parce qu'on le sait qu'Edson Barboza, ESPN avait fait un super bon reportage. Là. Il avait été chercher 2 gars qui avaient affronté Barboza, 2 gars qui avaient affronté Justin Gaethje pour leur demander à quel point ça faisait mal. C'est peut-être les 2 gars qui ont la meilleure technique de coup de pied dans les jambes à l'UFC présentement. Puis on est allé chercher des témoignages, de dire à quel point ça fait mal, puis à quel point ça peut handicaper un combattant. Puis tu le dis souvent, c'est le seul coup que tu sens. Ah, que tu gèles sur place. Tu gèles sur place. Ouais. Puis c'est exactement ça que ESPN a démontré dans son reportage. Et puis c'est fou parce que je pense que Gaethje a eu le dessus au niveau des coups de pied. Ouais, sauf T'sais, que ça a ceux pas qui fait ont la affronté différence. Gaethje n'ont pas affronté Barboza sûrement aussi. Non, mais dans ce combat-là, je parle. Ah, oui. Parce que Gaethje a commencé bang, bang, ses 2 premiers coups, des coups de pied dans les jambes de Barboza. Fait, OK, lui aussi est capable. Là, Barboza a répliqué. Mais ultimement, c'est ça. Barboza est obligé de se battre en reculant. Si tu me donnes le choix là, que je bouge plus, puis les autres peuvent se planter, puis ils swingent un coup de pied, je vais prendre Gaethje 100 fois avant de prendre un coup de pied de Barboza. Ça, c'est sûr et certain. Barboza est capable de te donner partout. Il est capable de monter jusqu'à ta tête. Écoute, lui aussi, il va te fendre les jambes en deux, là, c'est sûr. Sauf que, tu sais, dans un combat, il y a des stratégies aussi. Même si on pense que Gaethje n'a pas de stratégie, il va juste en ligne droite. C'est ça, sa stratégie. C'est de mettre tellement de pression qu'il force son adversaire à se battre comme lui il veut. Puis encore une fois, ça a marché. Justin Gaethje, c'est ça qui est intéressant. Bon, c'est son 5e combat à l'UFC et c'est son 6e boni de performance. Ben, son premier combat, il y a eu les 2. Il y a eu la performance de la soirée et le combat de la soirée. Fait que tu sais, ce gars-là, là, il y a 5 combats à l'UFC. Ça veut dire que ça paye là, de base, c'est 4 000 $. Ouais. OK? Mais à chaque fois, il est capable de se ramasser un chèque de plus de 50 000 pour... C'est quand même fascinant. Là. Le gars, il est sous-payé, là, on s'entend. Là. Qu'est-ce que tu dis de 4 000 C'est Reebok, là, ce qui est payé, oui. parce qu'il est tout nouveau. C'est 2500 plus. C'est 2500 au début. Fait que c'est 5000. OK. C'est 2500 plus 2500 ouais. Non, en cas de victoire. C'est 2500 les premiers combats. OK. Fait que, tu sais, j'avais vu 4000 sur Internet, peut-être que je me suis trompé. Non, mais là, il avait monté un petit peu. Peut-être c'est rendu à 3000, mais au début, c'était 2500. Okay, ils ont peut-être monté à 3000, là, mais tu sais, c'est rien. Là, comparativement à ce gars-là, combien qu'il faisait. Il se battait où? Il se battait à World Series of Fighting. Exact. Là, c'est rien. C'est ridicule. Là, parce que probablement qu'il fait plus d'argent que ça, que l'UFC. Ils sont allés quand même le chercher d'une autre organisation, donc ils doivent le traiter monétairement parlant mieux. Là, je veux dire, le 2500 qu'on parle, ou les milliers de dollars, là, c'est la paye officielle là, qui est de Reebok, qui est déclarée publiquement par la commission athlétique. Mais bref, ce gars-là ne suffit pas trop là-dessus. Là. C'est pas comme ça qu'il gagne sa vie, c'est en donnant un show puis en passant des KO. Tu sais, à son entrevue après, là, il était comique. De un, il n'a pas l'air tout là. On s'entend, là. Mais dans son entrevue, c'était vraiment d'autres ce qu'il a dit. Il dit, écoute, j'aime tellement ce sport-là. Ouais. Il dit, j'aime ça. C'est ce que j'aime le plus au monde. Mais je dirais jamais à mon pire ennemi de faire ce sport-là. C'est ça, tu recommandes pas ça à personne. Ça fait mal. Puis, je trouvais ça comique pareil, parce que venant d'un gars qui, lui, va tout le temps à la guerre, on dirait qu'il s'en fout. Non, tu vois qu'il y a quand même une petite conscience de dire, hey, écoute, là, même à mon pire ennemi, je proposerais pas de faire ça. C'est comique pareil. Là. Exact. Ça s'est terminé par un gros crochet de la droite. Barboza était KO avant d'aller au sol. Ouais. L'arbitre est intervenu rapidement. Mais on a vu aussi Gaethje qui est arrivé pour donner un coup puis il s'est retenu. Parce qu'il l'a vu que... Tu sais, ça, j'ai aimé quand même aussi sa réaction. Dans le feu de l'action, des fois, tu te dis que c'est pas fini. L'arbitre ne s'est pas interposé. Oui, puis tu sais, s'il y a eu beaucoup de trash talk avant aussi, là, on s'en souvient. En plus, là, Dan Anderson contre Bisping.
Le dernier coup, il était pas nécessaire. Non, c'est ça. Mais les deux, c'était tellement écœuré qu'à un moment donné, tu disais, OK, ben, regarde, m'en planter un. Mais tu vois, là, ça a tout le temps été bien respectueux entre les deux. Puis, tu sais, depuis le début que ce combat-là avait été annoncé, tout le monde était là. Ah, yes! Oui. Tout le monde était énervé, avait hâte que ça arrive. Puis finalement, c'est arrivé, puis on n'a pas été déçus. Même si ça n'a pas duré super longtemps, on n'a pas été déçus du combat. Exact. Bon, maintenant, qu'est-ce qui arrive pour Edson Barboza, par ailleurs, avait, oui, contre-performance, entre guillemets. Je veux dire, il s'est fait pincer, là. Mais il avait peut-être la tête un peu ailleurs parce qu'on sait que sa conjointe était en train d'accoucher ou, en tout cas, était déjà à l'hôpital pour leur deuxième enfant. C'est sûr que c'est pas des conditions idéales pour entrer dans l'octogone. Et dès le lendemain, il était à l'hôpital et sa petite fille est née. Donc, félicitations pour la joue à la petite famille. Et du côté de Justin Gaethje, maintenant, qu'est-ce qui peut s'offrir à lui? On parle déjà peut-être le gagnant de Dustin Poirier contre Max Holloway qui vont se battre dans une semaine et demie à l'UFC 236. Mais on a déjà vu, Poirier, il y a un an, a battu déjà Justin Gaethje. C'est un bon combat, par contre. C'est un bon combat, mais il a passé le KO. Donc, si Poirier... Et puis on s'entend que c'est un titre d'intriguement. Donc, le gagnant de ce combat-là va vouloir affronter Khabib Nurmagomedov, ça, c'est sûr. J'ai aimé... Dans son entrevue d'après-combat, Gaethje a dit « Je peux pas croire que l'UFC a fait passer Donald Cerrone devant moi dans les classements. » Et c'est vrai, dans les derniers classements, Cerrone était passé 7e alors que Gaethje était 8e. Pourquoi pas le gagnant de Ayacuinta contre Donald Cerrone? Ça pourrait être bon. Ça pourrait être très, très bon. Écoute, n'importe qui. N'importe qui contre Gaethje, ça va être bon. Peu importe. Même si le combattant est plate de l'autre bord, Gaethje va trouver une façon que ça soit intéressant. Ça va être spectaculaire. Donc, n'importe qui. Mais oui, il est rendu là. Je pense, écoute, même quand il s'est battu contre Alvarez, il était magané. Là. Après, là, il était plus capable de marcher. Il avait la joue grosse de main, puis il a réussi à passer un uppercut. Puis d'habitude, quand c'est des combats comme ça, tu vois que Gaethje, il va aller les battre à l'usure. T'sais, les gars, ils sont plus capables de suivre le rythme. Un peu comment il était arrivé avec Michael Johnson. Johnson avait fait un bon combat pour une des rares fois. Michael Johnson, c'est comme une boîte à surprise. On va en reparler un petit peu plus tard de cette carte-là. On ne sait jamais lequel il va se présenter, mais dans ce combat-là, il s'était présenté, là, puis pas à peu près. Puis Gaethje, rendu au deuxième round, tu vois, Michael Johnson n'était plus capable de suivre. Il l'avait tellement frappé, il s'était épuisé. Gaethje a fini le travail au deuxième. Mais, tu sais, Alvarez, plus d'expérience, a pris tout ce que Gaethje a donné, puis finalement, c'est lui qui a battu Gaethje à distance. Puis ça, c'était sa première défaite en carrière. Tu sais, il est capable de rebondir. Présentement, il est âgé de 30 ans, mais peu importe contre qui on va le mettre, il va vendre. Ça, c'est sûr. Exact. Tu l'as dit, c'est un crowd pleaser, c'est un gars qui va... C'est un gars qui peu importe contre qui on le met. En fait, j'espère, tu parlais d'entrée de jeu de Khabib Nurmagomedov, j'espère qu'on va avoir la chance de voir ça. C'est vrai que Khabib a toujours su, lui aussi, imposer son style. Il n'a jamais perdu un round, ou presque un peut-être contre Conor McGregor, le deuxième, mais amener ses gars au sol, puis les planter là, puis dominer. T'as raison. Ça va être... Et puis Gaethje, c'est pas un mauvais lutteur non plus. Fait que, si jamais ça s'en va au sol... C'est vrai. Écoute, c'est pas un mauvais lutteur. Puis l'affaire avec Khabib, c'est qu'il avance toujours. Il avance. Puis c'est pour ça qu'il déborde. C'est pour ça qu'il a eu l'air d'un bon boxeur contre Barboza, parce que il continuait à avancer, puis il touchait. Il avait eu l'air d'un meilleur boxeur que Barboza dans ce combat-là, parce qu'il a tellement fait reculer. Mais s'il y en a un qui va pas reculer, c'est bien Justin Gaethje. Là, sérieusement. Fait que les deux vont se rentrer dedans en plein milieu, puis on va voir ce qui va arriver. Et je serais pas surpris de voir Nurmagomedov, si ce combat arrive, être sur le pied de reculons un petit peu plus, parce que Gaethje va tellement y mettre de la pression aussi. Il n'y a pas grand monde qui veut affronter Justin Gaethje, je vous le confirme. Puis ceux qui veulent l'affronter ou qui acceptent de l'affronter sont extrêmement courageux, parce qu'ils savent que ce ne sera pas un combat facile. Jack Hermansson, qui lui s'est fait un nom en fin de semaine. Ceux qui ne le connaissaient pas, il avait déjà plusieurs victoires à son actif, plusieurs finishes également. 4 victoires, 2 défaites à l'UFC avant 5 victoires, 2 défaites à l'UFC. Il est maintenant 6-2 avec sa victoire contre David Branch, qui était classé 11e. Donc lui, c'est sûr qu'il va rentrer dans les classements, mais c'est un gars qui gagne à être connu, je pense, Hermansson. C'est un Suédois. Norvégien. Vit en Norvège présentement. Représente
les deux pays. Là, ça s'est terminé à 50. Ça a pris 50 secondes. Il a amené David Branch au sol comme si c'était un sac de patates. Merci, bonsoir. Puis la guillotine après ça. Je pense que David Branch n'a pas pris au sérieux. Je pense que David Branch a été tellement nonchalant dans ce combat-là. Il s'est fait amener à terre. L'autre, il a pris la. Tu sais, David Branch, c'est une ceinture noire de Renzo Gracie. Là. Leur spécialité à eux autres, surtout de Renzo Gracie, c'est des guillotines. Donc, eux autres, là, ils savent comment s'en sortir des guillotines. Quand je me suis battu contre Ricardo Almeida, là, il m'a essayé à peu près 18 guillotines. On le savait, on était prêts pour ça. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut que tu saches aussi tes forces puis contre qui tu te bats. Mais Jack Emerson est allé battre David Branch dans sa spécialité. Ça, c'est encore 2 fois plus insultant. Et t'as vu Branch, il s'est fait prendre la tête. Là, il semblait être au-dessus de ses affaires. Il disait, ça arrivera jamais. Tu sais, tu le voyais dans son visage. Il n'y avait pas de panique. Puis, c'est pas une question d'avoir retombé en état de panique, c'est une question de dire de sous-estimer son adversaire. Je pense que c'est ça qui est arrivé dans ce combat-là parce que Branch s'est fait passer à travers. Emerson était rentré là. Il a un style, oui, peut-être pas orthodoxe, mais il est tellement agressif. Et quand il l'a amené à terre, là, ça a revolé. Là. Ça a été extrêmement violent. Puis tout de suite, la transition vers la guillotine, c'était de toute beauté. Mais, puis je veux rien enlever à Jack Emerson, mais Branch a été extrêmement nonchalant et il a perdu beaucoup à cause de sa faute dans ce combat-là. Et il disait dans sa présentation d'avant-combat, Hermanson, il dit, regarde, on ne me connaît pas, là. Tout le monde dit que Khabib Nurmagomedov a le meilleur ground and pound de l'UFC. Il dit, mais moi, je pense que c'est moi qui est là. Puis c'est vrai, parce que ces combats, c'est soit ça se termine en soumission ou soit ça se termine en KO, mais en raison du ground and pound, il a fini plusieurs adversaires de cette façon-là. Et il n'y a pas beaucoup dans sa catégorie de poids, il n'y a pas beaucoup de gars là, à 185 livres qui ont ce style-là. Ça peut être un problème pour plusieurs gars. Là, il n'était même pas classé. Là, il va rentrer dans le top 15, c'est sûr. 3 victoires de suite, 3 victoires qui ont terminé avant la limite. 2e guillotine de suite aussi. C'est ça. Tu sais, quand même. Puis son dernier combat, il a perdu face à Thiago Santos qui va se battre pour le titre des 205 livres. C'est ça. Fait que, finalement, c'est une belle défaite, entre guillemets. Là, c'est ça. Là, les défaites qui font moins mal que d'autres, celle-là, c'en est une. Celle-là a fait mal, c'est fait passer le corps. Oui, c'est ça. Elle a fait mal sur le coup physiquement, mais je veux dire que sur sa fiche, tu regardes ça et tu te dis, il n'a pas perdu contre les derniers venus. Exactement. Fait que, oui, pour vrai, tu as tout à fait raison. C'est un gars qui, vraiment, là, je pense qu'on va le découvrir dans la prochaine année. Là, cette année, on va commencer à le découvrir et commencer à connaître son nom aussi. C'est bon pour l'UFC d'avoir une autre vedette européenne comme ça. Il n'y en a pas tant que ça non plus. Exactement. Tu as tout à fait raison. Fait que j'ai hâte de voir contre qui il peut. Je regardais les noms à 185 livres. Je voyais un gars comme Brad Tavares qui s'est pas battu depuis longtemps, qui est classé à peu près dans les mêmes eaux que David Branch. Ça peut être intéressant pour Hermanson. Si on vise plus haut, Chris Weidman n'a pas d'adversaire non plus. Et Weidman, lui, il est dû. Je veux dire, il revient d'une blessure. Il commence à être magané, Weidman. Il a perdu 4 de ses 5 derniers combats. C'est sûr qu'il. Mais il est encore classé dans le top 10. Oui, mais c'est un ancien champion du monde. Le nom est encore bon. Pour un gars comme Jack Emerson, là, c'est sa plus grosse victoire en carrière, Branch. Là, c'est sûr qu'il cherche des noms. Peu importe s'il a gagné juste un combat à ses 5 derniers, c'est Chris Weidman. C'est ça, exact. Tu peux pas dire non. Tu veux ça. Tu pourrais pas dire non. Là, on vous dit pas que c'est ce qui est dans les plans de l'UFC. On fait juste lancer des noms comme ça. Puis sinon, tu as le gagnant de Bronson contre Theodorou qui vont se battre à Ottawa dans un mois. Je veux dire, un mois d'avis. Après ça, on pourrait facilement rebooker un combat 3-4 mois plus tard. Puis tout le monde serait sur le même calendrier à ce niveau-là. Michelle Waterson qui commence à faire du bruit à 115 livres. Elle a dominé Karolina Kowalkiewicz dans ce combat-là. Elle aurait pu la terminer là, avec la clé de bras qui manquait. Au premier round, ceux qui ont écouté le gala sur RDA, je l'ai expliqué. Puis on avait tellement les images parfaites pourquoi que ça n'a pas marché. Ouais. Je l'ai expliqué. C'est une question juste de légers détails techniques. Elle n'avait pas poussé ses hanches par en haut, mais c'est une excellente transition vers la clé de bras, c'était de toute beauté. Pas capable de terminer, mais oui, elle a dominé complètement Karolina Kowalkiewicz, qui, elle aussi, tu parlais que Barboza avait peut-être la tête ailleurs parce que sa femme, elle a accouché dans les journées à suivre, dans les heures qui ont suivi. Kowalkiewicz, elle a dit, ça fait plusieurs mois qu'elle dit qu'elle est prête à être maman. Donc, elle,
Elle dit, quand je vais tomber enceinte, là, moi, là, c'est terminé. C'est terminé, je ne reviendrai pas. Donc, tu l'as vu peut-être dans ce combat, peut-être sa tête est aussi ailleurs. Elle est déjà ailleurs dans sa carrière. Mais rien d'enlever à Michelle Waterson, qui a fait un excellent combat, était beaucoup plus rapide que Kowalkiewicz. Même en Muay Thai, Kowalkiewicz, on sait que son background, c'est en Muay Thai, c'est les coudes, les genoux. Et puis même dans ce style de combat-là, debout, Waterson a bien utilisé ses coups, a dominé où Kowalkiewicz était censé dominer. Oui, exactement. Puis Kowalkiewicz, c'est elle qui avait le meilleur taux contre les amener au sol dans cette catégorie de poids-là. C'est 115 livres. Ça va t'amener Et deux fois. Waterson, l'a amené 2 fois au sol. Donc, très belle performance de Michelle Waterson. Tu parlais de maman. Carolina ne veut pas se battre lorsqu'elle va tomber enceinte, mais Michelle Waterson, elle, c'est son cheval de bataille. Elle est déjà mère et elle veut devenir la première championne. La première maman championne dans l'UFC. Elle s'approche dangereusement. Elle n'est peut-être pas encore là. Rose Namajunas va mettre son titre en jeu le mois prochain au Brésil. Est-ce que Waterson est... Peut-être une autre victoire qui pourrait l'amener... je pense qu'elle aurait besoin d'une autre victoire. Elle le veut. Elle dit, je veux la ceinture, je veux me battre pour le championnat. Je pense qu'il lui manque peut-être une autre victoire parce qu'il y a des filles qui vont se battre aussi en sous-carte de Rose et de Jessica Andrade qui sont sur des séquences de 4 victoires. Là. Nina Saroff, entre autres, et Tatiana Suarez, donc à 115 livres. Je dirais que les 4 premières filles sont assez claires, puis Waterson est peut-être juste en dessous de ça. Mais si elle continue de gagner, puis si elle va chercher une autre victoire, probablement que son tour va venir. Sauf que Michelle Waterson, l'UFC l'aime beaucoup. Dana White l'aime bon point. beaucoup. Charismatique. Elle est charismatique. C'est une Américaine. Ouais. Elle est vendable. Sérieux. Puis elle a fait beaucoup de choses avec sa petite fille aussi sur le net. Elle vendait du chocolat au je sais pas whatever. Elle a 1 million de followers, de personnes qui la suivent sur Instagram. Quand même. C'est plate, mais ça fait partie de la game. Puis Michelle Waterson pourrait se voir montrer peut-être un raccourci vers un combat de championnat du monde, justement à cause de ça. Elle l'a pas volé. Moi, j'adore, je l'aime beaucoup, Michelle Waterson. Puis, tu sais, ça a l'air d'être une bonne fille. Pour elle, je l'ai jamais rencontrée. Mais tu vois qu'elle est terre à terre, elle n'est pas arrogante. Ça serait une bonne championne. Une bonne ambassadrice pour cette catégorie de poids-là aussi. Je veux te demander, parce qu'on en a déjà parlé, et probablement que tu en as déjà parlé dans le podcast, mais elle était super émotive à la fin. Elle a dit, j'ai comme vraiment senti une connexion avec Carolina. Après ça, les deux filles se sont rencontrées en coulisses. Ils se sont échangés des foulards, des chandails. La petite fille de Michelle Waterson est venue rencontrer Carolina également. Puis tu me l'avais déjà dit, des fois, c'est niaiseux, mais quand tu te bats, tu connais pas nécessairement l'autre personne, tu n'es pas proche de cette personne-là, mais tu partages quelque chose de tellement fort et d'important que des fois, c'est ça, c'est pratiquement... Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de la cage entre les deux combattants que le monde à l'extérieur, il ne voit pas. Et tu sais, c'est vraiment, des fois, c'est juste un regard, des fois, c'est juste, t'as passé dans le vide, tu regardes l'autre... Juste un petit sourire, un petit clin d'œil, ça paraît pas. Mais tu sais, on fait tellement le même sport, on s'entraîne quasiment de la même façon, on sait où est-ce qu'on s'en va. Donc, tu sais si l'autre a fait de quoi, il a manqué ou ben non, tu sais que si l'autre il fait, exemple, quand je me suis battu contre Kong Lee, à un moment donné, j'ai fait une feinte de faire un coup de pied renversé, que je fais pas, que j'ai jamais fait de ma vie. Il m'a regardé puis il est parti à rire. Mais tu sais, en voulant dire, OK, c'est beau, tu veux comme m'imiter mon style, mais tu sais, j'aurais pas lancé, mais c'était vraiment juste ça, mais à un moment donné, exactement. Tu peux pas aimer tout le monde, mais dans un combat comme ça, il y a un grand respect qui, plus que le combat avance, se bâtit là-dedans. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que après chaque combat, presque à 90% du temps, tu vas voir les deux boys vont se retrouver à la même place où ils vont se croiser, ils vont aller prendre une bière ensemble, ils vont prendre un shooter ensemble ou de quoi de même. Good fight, on se tape dans la main, puis c'est terminé après. Tu sais, c'est ça qui arrive. Puis, c'est ça, parce que tu fais pas des ennemis. C'est ton ennemi le temps d'un combat, mais c'est pas ton ennemi dans la vie. C'est de la business. C'est de la business. T'sais, je me suis déjà battu contre quelqu'un qui, Scott Smith, là, on venait de sortir d'Ultimate Fighter 4, on était dans la même équipe, on était super proches. Là. Puis quand je me suis battu en demi-finale d'Ultimate Fighter contre Edwin DeWeese, c'était un de mes meilleurs amis. Là. Puis on s'est battu un contre l'autre. C'est 15 minutes de business. À un moment donné, il faut que tu sois capable de décrocher. Ouais. Parce que si toi, tu le fais pas, ben lui, il va le faire. Puis lui, il va te frapper. Fait que, c'est ça pareil. Mais il n'y a rien de plus... Comment je peux dire ça? Je veux pas dire viril, là, mais il n'y a rien de plus vrai que deux gars dans une cage qui vont se frapper, qui vont se mesurer dans un combat pour bâtir du respect.
pour moi, ça, c'est dans ma tête, il n'y a rien de plus terre à terre que ça. Et c'est ce qu'a vécu Michelle Waterson et Karolina Kowalkiewicz en fin de semaine. Ils ont partagé l'octogone pendant 15 minutes et on a vu beaucoup de respect entre les deux filles par la suite. Paul Craig, Pat, l'Écossais, une autre. Et là, lui, il se battait là, contre. Bon, un gars, je vais essayer de pas trop massacrer son nom. Là, Kennedy Nzechukwu. Nzechukwu, exactement. Nzechukwu. Je l'ai pratiqué, beaucoup. Ouais, ben c'est ça, vous l'avez dit tout le. Je vous écoutais samedi, puis vous étiez bon. Ouais, on l'a manqué 2-3 fois pareil, mais bon. Bon, c'est un gars qui vient du Nigeria, un autre. On va y revenir, mais on dit de lui qui c'est un bon espoir de l'organisation. Un autre là, qui est passé par Dana White Contender Series, qui a une grosse main droite, qui est capable de passer le KO. Tout un physique quand même. Tout un méchant. Il se bat à 205 livres, méchant pépin de mur. Oui, tout un physique, un bel espoir, mais une attitude de merde. Pour vrai, là, un gars qui est nonchalant, qui pense que tout est facile, puis c'est pour ça qu'il a perdu le combat. C'est ça que je m'en allais. Dans son coin, là, on criait après, là, réveille-toi, arrête de penser d'être nonchalant, d'être flambou, puis ouais. Puis tout le long du combat, quand il était dans la garde de Craig, il s'enlevait de là, puis il n'allait pas dans le jeu à Craig. Il avait bien fait. Je sais pas s'il gagnait le combat, probablement, parce qu'il était en position. Il était souvent sur le dessus, il était en position dominante, même s'il faisait pas beaucoup de dommages. Puis Craig essayait beaucoup de soumissions, tout ça. Craig était brûlé. Et Nzechukwu a réussi à se défendre de toutes ces soumissions-là jusqu'à temps qu'il reste dans la garde. C'est ça. Il reste là, il frappe pas, il était le même. Puis à un moment donné, le setup là, pour le triangle là, de Craig était de toute beauté. Là. Il a fait un scissor sweep. L'autre, il s'est défendu. Il a mis sa main là. Assez de place pour passer la jambe par-dessus. Triangle. C'était de toute beauté. Mais, tu sais, du côté de Nzechukwu, eh bien, écoute, c'est de sa faute. T'sais, il a une attitude, il n'a pas une bonne attitude. Il n'a pas une bonne attitude. Dans ce niveau-là, tu ne peux pas t'en remettre seulement à ton talent. Faut que tu fasses un deuxième effort. Faut que tu ailles mal. Faut que tu souffres. Tu n'as pas le choix. Puis lui, dans ce combat-là, il n'était pas prêt à faire ça. C'est ça. Il a été j'ai l'impression qu'il a été concentré ou assez concentré pour espérer l'emporter pendant 14 minutes, 20 secondes. Et puis là, à la toute fin, T'as-tu vu le malaise à la fin dans l'entrevue avec John Anik? Non. Tu sais, John Anik, c'est un juif. Okay. Et le nickname de Paul Craig, c'est Beer Jew. Beer Jew, là, c'était des bâtons pour frapper les juifs, ça, dans le temps. Oh non! Fait que là, c'est vraiment bizarre parce que, tu sais, nous autres, on le sait, là. Mais là, John Anik, il dit Yeah, this is a big victory for Beer Jew, Paul Craig. Non, tous les juifs. Il y a vraiment un malaise. Puis là, évidemment, j'ai trouvé ça drôle. Moi, que Craig, après, de toute façon, on ne comprenait rien de ce qu'il disait. Il y a tellement un accent, son accent très, très fort. Mais il a imité Rocky à la fin, ça, c'était comme non, j'avais pas catché ça. C'est bon. John Anik, il a réussi à passer ça comme si. Peut-être qu'il y a eu une petite gageure en arrière. T'es pas game de dire son surnom en ondes sur ESPN. C'est peut-être ça qui est arrivé. Mais je vous parlais d'Nzechukwu. En passant, on dit une autre soumission tardive pour Paul Craig parce qu'il a le record dans l'UFC. Il a passé une soumission à Magomed Ankalaev à 4,59 du troisième round il y a un an, en mars 2018. Donc, lui, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Là. Non, c'est le record à 205 livres. C'est 205. En fait, c'est à 4,59 du troisième. C'est le record pour la soumission la plus tardive, bien sûr, dans un combat de trois rounds. Dans un combat de 3 rounds. C'est ça. Parce que lui, il restait une seconde, puis sinon, ça allait à la décision. Exact. Donc, Craig, il n'est jamais battu. C'est ça. Il est tough, il est dur. Dans ce combat-là, après le premier, on était brûlé raide. Il n'y avait plus rien. Comment il va faire? Mais debout, il fait pitié. Oui, debout, c'était pas extraordinaire. Nzechukwu, qui est, je vous le disais, américain, mais vient du Nigeria. Et là, il y a un fort contingent africain là, du Nigeria, surtout Kamaru Usman. Sonic Youssouf, qui était là en fin de semaine, qui a gagné aussi pour un super combat. On s'attendait tellement à un bon combat entre les deux. C'en est un autre bon espoir. Là. Il est un peu déçu. Il l'a dit lui-même à la fin. J'ai pas donné ma meilleure performance. Ça a été un peu... Mais tu sais, style make fight. Ouais. Des fois, tu mélanges deux styles tellement pareils. Là, tu te dis, ça va revoler ou ça peut tomber complètement à plat. C'est ça, c'est tout ou rien. Là, ça a tellement tombé à plat. C'était vraiment très long. Puis
surtout avec la dernière victoire de Youssouf, là, ça avait été tellement spectaculaire, un KO premier round. Puis que là, on s'attendait face à Shimon Moraes, qui est un 3 fois champion du Brésil en kickboxing, 2 fois champion du Brésil en Muay Thai. On disait, OK, là, ça va vraiment revoler, ça va être écœurant. Et ça a fait vraiment, là, ça a été long, ça n'a pas été extraordinaire. Et il y a un combat qu'on n'a pas parlé aussi, le Josh Emmett contre Michael Johnson. S'il y a bien une affaire dans ce combat-là que je suis pas content, c'est que Josh Emmett n'a pas eu de boni de performance. Il s'est fait voler son 50$. Son 50 000. Les bonnies, ça a été le combat de la soirée, ça a été la finale. Après ça, les performances, ça a été. Je me souviens plus, on peut le retrouver, mais. Ça a été Paul Craig qui a une performance de la soirée, puis ça a été. Mais, tu sais, de toute façon, ce combat-là, il avait été. C'était quand même long. C'est peut-être juste pour ça. Ça s'est terminé au 3e avec. Mais ce call-là, écoute, c'est un des calls les plus violents qu'on a vu depuis le début de l'année. Puis même si on met 2018 avec, là, il est tombé raide comme une barre. Là, pour elle. Il était knocké avant de toucher à terre. On est gâtés parce que la semaine passée, il y a eu le call de Showtime Pettis qui était phénoménal. Là, cette semaine, on en a eu 2. Là, Emmett et puis celui de Gagey était fou aussi. Là, je veux dire, depuis le début de l'année, il y a eu, on a présenté 8 événements. Et là-dessus, il y en a 6 que les main events ont tombé en knockout solide. Là. Le matchmaking est spectaculaire. Ça a été Paul Craig et Jack Hermanson ont eu les bonnies de performance. Ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas volé. Mais moi, je pense que Josh Emmett va arriver chez eux et m'amener le courrier recommandé, va cogner à sa porte. Peut-être, c'est ça. Ça arrive, ça. Ça, on le sait. Valérie Letourneau nous l'avait dit. Des fois, on charle souvent contre l'UFC, on dit qu'ils sont les payes des combattants ou comment ils sont traités, c'est pas suffisant, mais elle a dit, regardez, c'est déjà arrivé, là, il donne 3 bonnies de performance dans la soirée, mais officiellement, mais par la suite, il nous envoie des petits cadeaux, des petits chèques de plus. Merci, t'as donné un bon show. C'est ça m'est déjà arrivé aussi, puis tu sais, c'est le fun. Là, tu vas chercher le courrier, tu vois, là, du UFC, t'espères que c'est pas ton 4%. Mais là, tout ça, c'est ça, exact. Là, finalement, c'est un chèque. Mais tu sais, en tout cas, puis tu sais, encore une fois, on parlait de Michael Johnson, les boîtes à surprise, là. C'est encore une fois, il n'a pas donné grand-chose. Ça ne marchait pas. Puis Emmett, même Emmett, c'était très on s'étudiait beaucoup, là, c'est ça. Mais Emmett, c'est parce qu'il y a eu 3 fractures du visage dans son dernier combat. Ça me remontait à 14 mois contre Jeremy Stephens. Magané. Je l'ai écouté en entrevue encore aujourd'hui. Il dit, j'ai pas retrouvé ma sensation dans ma bouche. Il dit, il est encore un petit peu, pas paralysé, là, mais il dit, dans ses gencives, tout ça, il sent pas tout ce qui tire. Il s'est vraiment fait maganer. Sa carrière a été en péril. C'est un super bon espoir à 145 livres. Un super bon combattant à 145 livres. Et là, il est de retour avec une grosse... Je pense que lui, ça va lui faire du bien psychologiquement là, de passer, finalement, mettre derrière lui la défaite contre Stevens, puis toutes les blessures, puis de dire, regardez, là, je suis de retour à 145 livres. C'était vraiment impressionnant. J'ai trouvé que Marina Rodriguez à 115 livres a été vraiment impressionnante aussi. Elle m'a fait penser à Yona Jędrzejczyk. Vous en avez parlé, toi, puis Jean-Paul aussi. Là. Ils ont un peu le même style, là, les deux filles. Peut-être un petit peu plus... Elle est plus lente. Il faut qu'elle travaille encore beaucoup d'expérience à aller chercher, mais oui, c'est vraiment un beau prospect. Et puis, pour en finir avec mon histoire d'Afrique, là, on parle de plus en plus d'un combat peut-être en Afrique. L'UFC pourrait percer. Puis là, on commence à avoir des noms intéressants. Ousmane, Francis Ngannou. On a vu en fin de semaine 2 gars du Nigeria aussi. Donc, les Africains commencent à faire beaucoup de bruit. Et tant mieux, parce que ça fait du bien de voir des gens de partout dans le monde là, être capables de mesurer au meilleur et devenir parmi les meilleurs au monde et participer à des galas de l'UFC. Faut parler, Pat, de ce qui s'en vient dans les prochains mois. Le temps file déjà, mais on a annoncé plusieurs gros combats et félicitations et gros bravo, là, je le dis en mon nom personnel là, à l'UFC, à Mick Maynard et à Sean Shelby, les matchmakers. T'sais, on se disait quand Joe Silva va partir, ça va faire mal. Lui, on disait que c'était lui le cerveau derrière l'opération. Mais les gars, puis on vient de le dire, là, depuis le début de l'année 2019, on a eu le droit à des KO, des combats incroyables. Et puis ce qui s'en vient, là... En même temps, là, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Là. Tu sais, les matchmakers, ils ont un job à faire. Mais les fighters ont un job à faire. Absolument. À un moment donné, des fois, tu te dis, c'est un match... après le combat, tu dis, mais c'est sûr, ça, c'est un matchmaking de merde ou de quoi de même. À un moment donné, là, les fighters, ils ont la responsabilité de faire une performance. T'sais. Puis c'est pas parce que je veux défendre les matchmakers, là, mais des fois... ils reçoivent beaucoup de mauvaises critiques. Puis, tu sais, là, on va parler des combats qui ont été annoncés. Là. Je veux dire, sur papier, là, ces combats-là, tu dis, c'est malade. Puis là, finalement, ça donne un combat ordinaire. Mais c'est pas de la faute du matchmaker. C'est juste ça. Exactement. Commençons par la carte de l'UFC 239 qui
qui est loin d'être finale. Ça, c'est le International Fight Week. Souvent, la plus grosse carte de l'année, ou une des plus grosses. Cet été, du côté de Las Vegas, c'est le 6 juillet. Oui, puis cette année, il y a juste un événement. Ouais. L'année passée aussi, il y avait eu juste un. Non, il y avait eu deux. Il y en avait eu deux, Il y avait deux. Le vendredi et le samedi. OK. Et il y en a déjà eu 3. Ouais. Jeudi, vendredi, samedi. Le 200, il y en avait eu 3. Oui, c'est exactement. Fait que, On avait travaillé cette fort ce année, week-end-là. ouais, mais cette année, il y en a juste un parce que, évidemment, là, on dit, regarde, c'est parce qu'on perdait trop de temps à faire de la promotion des autres, puis peut-être la qualité du show était peut-être pas optimale. Mais là, ils l'ont compris. Là. La qualité du show, là, attendez qu'on vous dise qu'est-ce qui s'en vient. Là, c'est assez spectaculaire. Là. John Jones contre Thiago Santos, championnat du monde des 205 livres. C'était le combat à faire. C'était le combat à faire. Exactement. Puis, je l'ai dit, je suis content pour Thiago Santos parce que là, on n'a pas passé à gauche, à droite. On n'a pas pris les demandes de John Jones qui a même. Une semaine avant, il teasait le combat face à Stipe Miocic. Non, le gars qui méritait le combat, c'est lui qui l'a eu, puis c'est Thiago Santos. C'est pas un gars facile. Tu sais, je veux dire, techniquement parlant, au niveau du talent brut, c'est sûr que John Jones a l'avantage. Il n'y a personne qui l'accote. C'est le combattant le plus complet et le plus talentueux. Mais, tabarouette, un coup de poing de Santos, puis. Ouais. Ça va-t-il prendre un lucky punch? Peut-être, mais Colin... Moi, je pense que Jones, c'est l'adversaire le plus puissant qu'il va avoir rencontré dans sa carrière. Je suis plus sûr. que DC? Oui, parce que... Plus puissant, tu veux dire, au niveau des points. Oui, le plus fort physiquement, le plus puissant. DC était beaucoup plus technique, là, on sait. Il mélange technique et force physique. Mais je parle force brute, power punch, qui va te faire mal à toi fois qu'il te touche. C'est sûr que c'est Thiago Santos. C'est l'adversaire le plus dangereux, point de vue, qu'est-ce que je viens de mentionner là, que John Jones va avoir affronté dans sa carrière. En espérant que Santos aille là pour se battre. On disait la même chose d'Anthony Smith. Anthony Smith avait une chance de battre John Jones, c'était sa grosse main droite. Smith qui a cassé après le premier coup. Smith n'a pas... j'ai pas l'impression qu'il était là pour se battre, il était là plus pour se défendre, puis il savait qu'il n'y avait pas grand-chance. Il a réussi à toffer, il a réussi à faire les 5 rounds, si je me rappelle bien, en tout cas. Mais en espérant que, en tout cas, cette fois, Santos, même si on lui donne pas beaucoup de chances de gagner, puis on lui dit, garde, c'est un lucky punch ou rien, à date, dans sa carrière, il a prouvé qu'il allait là pour se battre. Je veux dire, il n'est jamais reculé devant moi, je te dirais... J'ose espérer que son style qu'il va faire la même chose contre John Jones. Là. Moi, je donne plus de chance à Santos que Smith. Que Smith pour gagner ce combat. Je suis d'accord. Moi, personnellement, là, c'est ça. Je suis ton avis aussi. Amanda Nunes, en demi-finale, ça risque d'être Amanda Nunes contre Holly Holm pour le championnat des 135 livres. On aurait pu faire ça à 145 livres. Nunes est championne à 135 et à 145 livres. Et Holly Holm a déjà été championne à 135 livres, mais se battait depuis 2 combats à 145. Mais elle passe d'une catégorie à l'autre, 135 145. C'est fini. Là, on a annoncé Megan Anderson face à un autre, je me souviens plus, là, mais c'est sur le respirateur artificiel. Cyborg ne revient pas? Ouais. C'était son dernier combat sur son contrat. Là. Ils l'ont pas signé. Je dis, hey, il a payé cher. Là. Ils ne rentrent pas dans leur argent là, en signant Cyborg. Puis, contre qui tu veux la mettre? Il n'y en a rien qu'une qui a été capable de la terrasser. Les autres, il n'y a pas de calibre à 145 livres. Cette division-là va disparaître. Ça a été un essai. On l'a créé pour Cyborg. C'est ça. Mais ça elle a fait ses 4 combats ou ses 5 combats. Puis merci, bonsoir. Moi, je pense à suivre. Fin 2019, là, ça va être terminé. Il n'y en aurait plus de 145 livres. Fait que les 145 livres féminins vont mourir avant les 125 livres masculins. Oui. OK, c'est bon. De plus en plus, je suis pas sûr que les 125 livres vont disparaître. Mais, encore une fois, là, tu vois que Cejudo va se battre pour le titre des 135 livres. Lui, il se back. Lui, je ne veux pas dire il se back, mais il se back le dos. C'est ça. En voulant dire que il prépare peut-être. Si les 125 s'en vont, ben moi, je vais être déjà installé dans les 135. Puis bien classé en plus. Parce que même s'il perdait sa ceinture contre Marlon Moraes, bon, tu ne peux pas le descendre. Tu es dans le top 5 quand même. Tu as perdu encore le championnat. Donc, si on ferme les 125 livres, lui, il est bien positionné. Ouais. C'est un combat ça, qui a été annoncé pour l'UFC 238 en passant. Moraes contre Cejudo, championnat du monde des 135 livres masculins. Nunes Holm, ça va être bon. Holly Holm, on chante un petit peu. Elle a perdu, je pense, 4 de ses 5 derniers combats, si je ne me trompe pas. Je veux dire, elle n'est pas dominante là, comme elle a déjà été. Ouais.
Je vais vous dire, je l'ai noté ici. Là. Holm. En tout cas, Holm a plusieurs défaites à ses derniers combats. Bref, et on le dit, bon, à cause de son nom, elle a déjà été championne, elle a peut-être passé devant d'autres personnes, mais bon, personnellement, moi, je m'en fous. Je pense que ça peut donner, comme tu dis, un bon combat. Mais en même temps, elle a 37 ans. 135 livres, qui tu veux mettre? C'est ça, exact. C'est le bassin, c'est ça qui arrive. Puis, tu sais, je dis pas qu'elle ne mérite pas de sa place là, mais c'est ça. Exact. Il n'y en a pas assez. 4 défaites à ses 6 derniers. Je savais que je l'avais noté quelque part. Ouais. Francis Ngannou contre Junior Dos Santos, 2-3 chez les poids lourds. Ça aussi, c'était le combat à faire. Et là, on parle juste d'une carte. Là, on parle de 200, UFC 239. Le Jones Santos, Nunes Holm, Ngannou Dos Santos. Jorge Masvidal contre Ben Askren, c'est pas officialisé pour UFC 239, mais... Les deux ont accepté verbalement, mais l'UFC ne voulait pas se mettre... C'est ça. Voulait pas les mettre là. Il voulait les mettre à l'UFC 238, qui est loin d'être une carte pour un pay-per-view. On ne battra pas des records de vente si ça reste comme ça. Parce que 238 à date, c'est ça, c'est Moraes contre Cejudo. Et puis, il y en a un autre. Il y a Valentina Shevchenko qui va défendre sa ceinture. Quand même 2 ceintures, mais c'est ça, c'est pas des super vedettes. Donc, on voulait essayer de mettre Askren contre Masvidal. Apparemment, Masvidal ne veut pas se battre le 8 juin, ne peut pas. Donc, on mettrait ça à l'UFC 239. Mais je pense que Ben Askren est et l'autre combat, Jan Blachowicz contre Luke Rockhold, qui va faire ses débuts à 205 livres. Donc, ça aussi à l'UFC 239. Et la semaine avant... Let's go, Blachowicz. Tu l'aimes pas, Rockhold? J'ai bien de la misère avec. Il y a une... Lui, il pense qu'il va arriver à 205 puis il va battre. Il est tellement pas facile à aimer. Là. Non, il fait exprès. Il est désagréable comme personne. Il se prend pas pour une queue de cerise. Non, exactement. C'est un bon combattant, là, mais qui est tellement imbu de lui-même. Ouais. Il est désagréable comme personne. C'est plate, mais c'est ça. Il a déjà été champion, mais je veux dire, il n'a pas dominé. Là, je veux dire, il a pas. Bref, donc ses débuts à 205 livres à l'UFC 239. Puis la semaine avant, on est gâté aussi parce que Robbie Lawler contre Tyron Woodley 2, ça c'est une reprise de l'UFC 201 quand Woodley était devenu champion, avait volé la ceinture à Robbie Lawler. Et là, je veux t'entendre parce que là, tout le monde disait faut que Ben Askren se batte une fois de plus contre Robbie Lawler. Leur dernier combat, ça a été trop controversé. Il faut qu'on refasse ce combat-là. Et là, présentement, là, on va dans une direction différente parce qu'on fait Masvidal, Askren et Woodley contre Lawler. Puis moi, je pense que c'est gagnant pour les deux combattants. Je pense que pour Askren, Masvidal est un combattant moins dangereux. Il frappe moins fort. Oui, il frappe moins fort. Puis il va peut-être être plus facile à amener au sol et à contrôler au sol. C'est ce que je pense aussi. Puis du côté de Woodley, du côté de Lawler, Woodley est peut-être pas plus facile, mais par contre, s'il bat, tu viens de battre l'aspirant numéro 1. Là. Fait que ça va te permettre. Ta revanche. Tu viens de prendre ta revanche, puis ça va te permettre de monter, de faire un bon GM dans les classements. Donc, oui, pour Lawler, c'est plus dangereux se battre contre. C'est plus dur se battre contre Woodley, mais ça peut être plus payant par contre. Moi, ce que je pense qui s'est passé, et j'ai pas la réponse à 100%, mais moi, mon opinion, je pense que s'est passé, c'est qu'on a demandé à Robbie Lawler. On lui a dit, parce qu'on sait que c'est un des favoris de l'organisation. Ouais. On l'aime, Robbie Lawler. Probablement, oui. Et on lui a demandé, il dit, tu veux-tu un combat revanche contre Ben Askren ou tu veux un combat revanche contre Tyron Woodley? Moi, je suis dans sa position et tu me le demandes, c'est sûr que je prends Tyron Woodley. Oui. C'est lui qui m'a enlevé ma ceinture, il m'a knocké au premier round, puis c'était une surprise. Sérieusement, moi, je veux ma revanche pour montrer que c'était juste une erreur de parcours et qu'il ne méritait pas de me prendre ma ceinture. L'autre, on sait que ça a été un combat controversé, puis c'est 50-50 les opinions des gens. L'autre s'est fait knocker. C'est sûr que tu veux prendre ta revanche contre celui qui t'a knocké, c'est sûr. Puis c'est ça, comme je le disais, c'est plus payant une victoire contre Tyron Woodley qu'une victoire contre Ben Askren à ce stade-ci. Ouais. Donc ça, c'est le combat final à Minneapolis la semaine avant l'UFC 239. Et là, si on regarde après ça, ce qui s'en vient dans les prochains galas, bon, l'UFC 236, c'est le prochain, 13 avril. On le sait, 2 titres intérimaires en jeu. Holloway contre Poirier à 155 livres. Gastelum contre Adesanya à 185 livres. Bon, après ça, on a un petit gala Fight Pass. Puis, by the way, Robert Whittaker est revenu. Il a eu le OK des médecins pour retourner à 100% à l'entraînement. À l'entraînement, exact. Lui, il vise un retour cet été, quelque part, peut-être au mois d'août, le fin de l'été, début de l'automne. Volkov contre Alistair Overeem, un petit gala. Bon, c'est rien pour écrire à sa mère, mais Romero contre Jacare, après ça, le 27 avril. Exact. Puis ça, c'était supposé d'être Romero contre Paulo Costa. Et là, Paulo Costa est disparu. Ouais.
Et là, il y a eu des accusations un peu qui ont louche, été... ouais. c'est ça, mais il y a eu des accusations qui ont été envoyées de la part du clan de Romero. Il a dit qu'il n'avait pas payé, il avait testé positif. Il n'y a rien qui est sorti. Non. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui est arrivé. Il y a juste l'équipe l'équipe autour de Paulo Costa qui ont dit non, c'est pas vrai, rien, ouais. il s'est pas arrivé, puis il n'a jamais testé positif pour rien. Écoute, depuis qu'il est arrivé, Paulo Costa, on le regarde et on dit comment il fait pour passer les tests? Ça n'a aucun bon sens. Ce gars-là, c'est fou. Mais C'est Robocop. tant qu'il ne s'est pas fait pogner ou tant qu'il n'a pas testé, tu peux pas l'accuser qu'il a pris quelque chose. Tant que c'est pas sorti, C'est ça. good for you, man. C'est une génétique comme ça. Écoute, Profite-en. je suis comme à me mélanger en t'envoyer promener ou te féliciter. Tu comprends? Ouais, moi, je suis un peu jaloux, je te confirme. ça. Effectivement. Mais ça, c'est une revanche. C'est Jacare contre Romero aussi. Ouais. Fait que c'est toujours le fun des combats revanche comme ça. Ah, puis tu sais, on parle de deux gars, l'élite à 185 livres, là, je veux dire, c'est incroyable. Aya Quinta contre Cerrone, on le sait à Ottawa, on en a parlé beaucoup. L'UFC 237, deux combats de championnat. Deux combats de championnat aussi à Ottawa qui vient d'être annoncé. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça combat, matin. Cobb Swanson à Ottawa. Donc là, la carte est complète. Là, je pense qu'on est à 13 combats. Là. Ouais. Ben, Presque. on se back, entre guillemets. Il y a souvent des blessés. Des fois, Ouais, c'est vrai. quand on est obligé d'annuler un combat, au moins, on a encore une douzaine de combats. Là. On sait qu'on peut faire 11, 12 ou 13 combats. 13 combats, ça long. roule. Hein? C'est très long. T'espères beaucoup de finish avant la fin. Exact. Puis, c'est très long pour... je vais parler pour moi, là, pour les commentateurs, là, c'est long, 13 combats. Là, c'est 7 heures de live TV. Là. Mais pour les gens qui sont là aussi, c'est sûr que moi, on n'arrive pas pour le premier combat. Là. Mais c'était une longue soirée, 13 combats. D'habitude, là, 11 combats, c'est la normale. Mais je me rajoute juste 2 autres combats, là, c'est 1 heure de plus. C'est 1 heure et quart à peu près de plus. Là. Fait que c'est long, 13 combats, mais bon. Écoute, on se prépare. S'il y a des blessures, au moins, on va pouvoir avoir des plans B. Puis on va pouvoir juste... pas obligé de se gratter la tête pour combler la carte. On va déjà avoir on s'entend. On a mis Cobb Swanson. C'est pas le voisin. Là. Non. Cobb Swanson, moi, je suis content de le voir. On va être toujours, live. Donne toujours des bons spectacles. Ouais, exact. L'UFC 237, le 11 mai, Namajunas contre Andrade. Ça, c'est au Brésil. Ça, c'est la finale. Anderson Silva va se battre contre Jared Cannonier. Et puis José Aldo également contre Alex Volkanovski. Finalement, José Aldo est encore dans le combat. Il s'était fait hospitaliser. Là. Il était rentré à l'hôpital, puis finalement, là, il semble tout est correct. Et Anderson Silva, moi, je pense que c'est son dernier combat. Il va se retirer chez lui, au Brésil. Je pense que c'est ça qu'il voulait. Quand tu regardes ses derniers combats, c'est faut t'arrêter. Arrête avant qu'on se souvienne juste de toi, de ça, puis qu'on oublie tout ce que tu as fait. On va pas l'oublier, tout ce qu'il a fait dans sa carrière, mais tu finis là, sur une victoire à tes 8 derniers combats. Hey, c'est pas une belle fin de carrière. Ça. Non. Fait que là, il est déjà trop tard, si tu veux mon avis. Il est déjà trop tard, t'as raison. Mais c'est vrai que là, c'est là. Puis je pense que l'occasion va être belle au Brésil. Je comprends. Mais là, dis-moi, les MMA, c'est ma femme. Ben oui, mais divorce, man. À un moment donné. Non, mais c'est ça, pour le bien-être de tout le monde. Des fois, c'est ça que ça prend. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme un. C'est ça. Non, mais tu peux pas t'accrocher comme ça, puis t'accrocher. On s'entend. Anderson Silva, là, d'après moi, il est placé dans la vie. Là. D'après moi, il a fait assez d'argent pour... J'y souhaite. Là. On s'entend. Là. Puis j'espère qu'il est bien placé. Puis d'après moi, il l'est. Puis il n'a plus besoin de se battre pour vivre. Là. Sauf que, c'est ça. Je pense que ça veut dire bien des choses qu'il se rebatte quand même assez rapidement après sa dernière défaite. Au Brésil, je pense que c'est là que tout va se terminer. La fin d'une légende, la fin d'un des meilleurs combattants qui a jamais existé. C'est ce que je crois... Personnellement, c'est ce que je souhaite. C'est ça, exact. Je souhaite qu'à un moment donné, c'est assez. Tu n'es plus capable de compétitionner avec les jeunes et les combattants d'aujourd'hui. C'est normal. Tout le monde vieillit, tout le monde ralentit, les autres deviennent meilleurs, les autres, ça pousse. C'est comme ça. À un moment donné, tu es capable de l'accepter avant que tu te fasses pincer pour vrai puis tu finisses à terre puis que le monde se souvienne que ton dernier combat, tu t'es fait knocker solide en convulsion. Tu veux pas ça. Là. Chuck Liddell, on l'a assez vu. Ben, c'est ça. Bref, tout ça pour vous dire que les prochains combats, les prochaines semaines à l'UFC seront très excitantes, seront vraiment, là, on est gâtés en tant que partisans. Il nous reste quelques minutes, là, on va pas passer une demi-heure là-dessus, mais One FC qui a présenté le plus gros gala de son histoire, ça se passait à Tokyo. Il y avait
4 ceintures en jeu, mais c'était surtout, et on va surtout parler de ça, les débuts de Demetrius Johnson, le meilleur combattant livre pour livre peut-être au monde, encore une fois aujourd'hui à 125 livres. En tout cas, le meilleur 125 livres de l'histoire. Et puis encore une fois, là, il a prouvé que c'était contre Yuya Wakamatsu. Et premier round, n'a pas dominé comme on l'a déjà vu dominer, mais a été capable d'amener son adversaire au sol et peut-être pas capable de le garder au sol toutefois. Mais à partir au deuxième round, là, il l'a amené au sol et puis là, il a tenté clé de bras. Non, ça n'a pas fonctionné. Après ça, vas-y pour la guillotine. Mais guillotine, elle a été commencé le temps équitable. La tête a fait rouler à terre, là, sérieusement. Là, puis, mais pour terminer, il faut que tu te mettes un petit peu dans le contexte. Ce gars-là est arrivé, ils ont donné un échange, beaucoup de pression sur ses épaules. Il arrive comme étant le meilleur combattant des 125 livres de toute l'histoire. Même s'il a perdu contre Cejudo, on s'entend que ça a été une décision partagée. C'est ça, exact. Mais pour rajouter là-dessus, peut-être qu'il y a peut-être la pression de... On mise sur lui à One FC pour percer en Amérique du Nord. À One FC, au Japon, en Asie, c'est la plus grosse promotion. Mais là, on veut chauffer l'UFC, on veut chauffer Bellator à tout le moins, comme la deuxième grosse organisation en Amérique du Nord. Et ça passe par... C'est pas pour rien qu'on est allé chercher Mighty Mouse, puis c'est pas pour rien qu'on est allé chercher Eddie Alvarez. Donc, Mighty Mouse a peut-être cette pression-là aussi. Là. On lui a pas dit, du côté de One FC, il faut que tu gagnes, on veut que tu nous amènes des téléspectateurs américains, mais entre les lignes, c'est ça que c'est. Oui, sûrement, mais il ne vendait pas à l'UFC. Je pense pas qu'il va vendre plus en étant à One FC. C'est peut-être que les regards se sont tournés un peu plus là-dessus, puis peut-être que le monde connaisse un peu plus One FC aujourd'hui à cause de ça. Mais encore une fois, il n'y a personne dans cette organisation-là qui va battre Demetrius Johnson. C'est plate, là. Je suis désolé, mais c'est ça. À 125 livres, c'est le meilleur. Puis dans cette organisation-là, je vois pas. C'est vrai, je les connais pas. On les connaît pas tous. Comme je connais tout le monde à l'UFC. Mais je sais, là, Demetrius Johnson, comme acquis, il n'y a pas de faiblesse. Il n'y en a pas. Il est parfait partout. Là. Il est tellement complet. Peu importe ce que le gars devant lui va lui présenter, il va avoir une solution. L'autre gars, on l'amenait au sol, réussissait à se relever rapidement. Les ajustements qu'il est capable de faire durant le combat, c'est ça qui est fascinant de la part de Demetrius Johnson. Puis, je dis, les moves qu'il fait, là, des fois, ça sort d'un jeu vidéo, il est tellement rapide, il est tellement agile, il est tellement. C'est vraiment impressionnant. Un autre qui a été moins impressionnant, par exemple, c'est Eddie Alvarez, lui, ça a été un peu moins bien. Ça fait mal. KO premier round, fin de premier round, mais il n'a même pas passé proche. L'autre, il se battait contre un Russe, là, Timofey Nastyukhin. Ouais, puis j'avais vu des vidéos de son adversaire. C'est un gars qui avait on le savait qu'il avait une puissance, mais Eddie Alvarez aussi. Parce qu'il s'entraîne à Tiger Muay Thai en Thaïlande. Puis je l'avais vu des vidéos. Puis oui, il frappait fort, mais je le trouvais tellement pogné d'un pain, tellement prévisible, comme un robot un peu. Je me suis dit, Eddie Alvarez est tellement plus fluide, il va tourner autour. Au pire, il va lutter. Là. Il s'est fait pincer solide. Puis écoute, c'est vraiment là, une dure défaite d'Eddie Alvarez. Pour vrai, ça va y faire mal, je pense. Puis Eddie Alvarez, là, il s'est fait passer le KO assez. Je l'ai noté aussi. Là. Lui, je veux dire, son menton commence à être magané. Là, parce que une seule victoire à ses 5 derniers combats, puis ses 3 dernières défaites par KO. Ouais, puis tu sais, je veux dire, lui, il était agent libre, puis il a décidé d'aller là-bas. Fait qu'on a misé beaucoup sur lui aussi. Fait que, pour vrai, là, ça, c'est une défaite qui va faire mal, pas nécessairement à l'organisation, mais vraiment à lui. À lui-même, là, c'est vraiment là, quasiment catastrophique pour vrai, cette défaite-là pour lui. Eddie Alvarez, il a 35 ans quand même. Sa carrière, il n'en est pas à ses premiers pas. Là. Il a été champion au Bellator 2 fois. Il était champion à l'UFC. Il voulait devenir champion dans une 3e organisation. Mais, bref, c'est mal parti pour lui. Mais on devrait le revoir quand même. Oui, c'est juste que ça, c'était le quart de finale du tournoi de chaque catégorie de poids. C'est ça, exact. Donc, avec là, il est déjà éliminé, il n'aura pas la chance au titre dans un avenir rapproché. Là, à moins qu'il y ait un petit passe droit. Je ne sais pas si c'est l'organisation a l'habitude d'en donner, mais je pense pas parce que sinon on aurait mis ces gars-là en finale. À moins qu'il y en ait un qui se blesse, je ne sais pas comment ça marche là-bas, mais ça serait bizarre. Non, mais on respecte la hiérarchie dans cette organisation-là parce qu'on a mis les combats pour des ceintures en finale, puis les 2 gros noms, sur qui on misait beaucoup, on les mettait en sous-carte. Puis Mighty Mouse et puis Eddie Alvarez. Il y avait 4 autres combats. Il y avait 4 autres combats. Là, donc, je pense pas que ça n'a pas l'air, en tout cas à première vue, d'être la politique de la maison, de donner des passes droits, comme parfois c'est le cas, on en parlait à l'UFC.
Pat, pas de gala UFC cette fin de semaine. On a un petit Non. week-end de congé pour toi. Ben oui. Du côté de RDS. On va le prendre, je pense. Ma femme va être contente. Ta femme va être contente. Ma pauvre femme qui est veuve du samedi soir. Ouais, exact. Hein, un petit samedi avec monsieur, ça va lui faire du bien. Prochain gala, l'UFC 236, samedi 13 avril. La sous-carte, comme d'habitude, qui sera présentée sur les ondes de RDS2. Et la semaine prochaine, donc, notre épisode de la semaine prochaine, on va mettre la table pour ce gros gala-là, UFC 236, mais aussi TKO 47 qui s'en vient. Ça, c'est jeudi prochain, le 11 avril. Charles Jourdain, Jesse Ronson pour les 155 livres. Le Jourdain qui monte de catégorie de poids contre. Ce sera pas facile. Là. Un vétéran, un gars aguerri qui domine chez TKO, là, un ancien de l'UFC, Jesse Ronson. Ouais, puis 3 combats à l'UFC, 3 combats par décision partagée qu'il a perdu. Donc, c'est vraiment un gros test pour Jourdain qui monte de catégorie de poids. Et aussi, probablement la semaine prochaine, on va avoir un autre concours avec XPN, donc la compagnie de suppléments. Exactement, la compagnie de suppléments XPN. Donc, on va tout vous mettre ça sur la table la semaine prochaine. Donc, on vous prépare un beau concours encore une fois. Excellent. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Pat, toujours un plaisir. Yes, sir. Bonne semaine tout le monde. À bientôt.